Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au magnifique pavillon Gabriel pour cette soirée exceptionnelle HEC. Exceptionnelle, oui, parce que ce soir, c'est à la fois le lancement de la nouvelle campagne de la Fondation HEC et le gala HEC Alumni. Donc, deux événements qui mêlent ambition, générosité et l'esprit HEC. Ce soir, vous êtes tous là. Donateurs, entreprises mécènes, bénévoles, collaborateurs, alumni, toute la communauté HEC. Et bien sûr, we also have many members of the community joining us online tonight. A very warm welcome to all of you as well. Je suis Elisabeth Watley et je suis ravie de vous accompagner pour cette soirée pleine d'ambition et perspectives. On y va pour ouvrir officiellement cette belle aventure. Merci d'accueillir le président d'honneur de la Fondation HEC, Olivier Sevilla. Bonsoir Olivier. C'est un grand moment pour HEC et pour la Fondation. Ah, indéniablement, un moment historique. Je voudrais avant tout saluer un certain nombre de personnes éminentes de notre écosystème présentes avec nous ce soir. Donc, je voudrais saluer pour l'école Jean-Paul Agon, son président, et Loïc Perrache, son directeur général et dean, Hortense Deroux, la présidente de l'association des anciens élèves, Stéphane Fratelchi, directeur général de la Chambre de commerce, Jean-Luc Alavénard, ancien président de l'association et ancien président de la Fondation, Daniel Bernard, Jean-Marie Anne, ancien président de la Fondation, Jacques Laine, Mireille Faugère, Mercedes Serra et Adrien Couret, ancien président de l'association. Et enfin, Madame Dublanche, représentant Valérie Pécresse pour la région Île-de-France. Bonsoir à toutes et à tous. Hortense, just on time, comme on dit. Alors, je voudrais remettre cette soirée dans une perspective un peu historique. Il y a 20 ans, Jean-Luc Alavénard lançait la première campagne vers des alumni HEC. À l'époque, Bernard Amalantsou était directeur de l'école. Didier Pinot-Valenciennes l'avait fait pour les entreprises une dizaine d'années avant, mais la pierre fondatrice qui a lancé le fundraising vers les alumni date d'il y a 20 ans. Que de chemin parcouru grâce à cette première pierre posée. Il y a une photo emblématique qui, je dirais, immortalise ce moment qui est effectivement Bernard recevant le premier don des alumni de cette campagne organisée par Jean-Luc. Je voudrais profiter quand même de cette photo pour saluer la mémoire de Pierre Bellon, de Didier Pinot-Valenciennes, de Philippe Royal-Destezé, qui auraient dû être sur cette photo, qui nous ont quittés ces dernières années et qui, je dois dire, m'ont été de très très bons conseils. Donc je pense souvent à eux. Je voudrais aussi saluer nombre d'autres qui sont sur cette photo, qui sont toujours des soutiens actifs de la Fondation HEC, de l'école, et vous remarquerez qu'ils n'ont pas beaucoup changé. C'était il y a 20 ans, ils sont toujours là. Jean-Luc, chapeau pour avoir, je dirais, posé cette première pierre sur laquelle nous nous appuyons tous aujourd'hui. Je voudrais citer un deuxième moment, puisqu'on est dans le fundraising. Je tiens à m'excuser pour tous ceux que je ne citerai pas. Mais il y a eu une campagne 2008-2013 orchestrée par Daniel, qui nous rappelle souvent que c'était pendant la crise des subprimes et la crise de l'euro, ce qui ne l'a pas empêché de réunir 111 millions d'euros de promesses, 112 millions d'euros, pardon, oui, mille excuses, 112 millions d'euros de promesses de dons. Et je pense que ce moment a aussi mis sur les fonds baptismaux tous les programmes d'égalité des chances de l'école. Donc franchement, chapeau Daniel pour ça. Merci à toi. On a
Très modestement. Ensuite, il y a la campagne 2019-2024 Impact Tomorrow, qu'on a clôturée en novembre 2024 dernier, que j'ai eu le plaisir de suivre attentivement. On a pu réunir 213 millions d'euros. Je dis tout ça pour que Jean-François sente que tout ça monte quand même. 213 millions d'euros. On a ouvert l'égalité des chances à l'international, on a beaucoup œuvré pour la recherche, pour l'entrepreneuriat. On a doublé finalement ce que la Fondation pouvait donner à l'école entre le début et la fin de la campagne. Mais rien n'était possible dans cette campagne sans mes prédécesseurs et toutes les étapes qui ont été franchies. Jean-Marie est là, il y a eu d'autres présidents de la Fondation qui ont œuvré entre ces campagnes de manière très importante. Et je voudrais dire que rien n'aurait été possible dans cette campagne Impact Tomorrow sans d'abord Peter Todd, puis Éloïc Perrin. Je peux vous dire qu'Éloïc, il a mouillé la chemise, comme c'est pas croyable, pour nous aider à atteindre ces 213 millions. Mais surtout, toute cette aventure, sur 20 ans, elle est une réussite grâce à vous, donateurs, grâce à votre engagement fidèle, loyal, de longue haleine. Sans votre générosité, on aurait eu beau faire des pieds et des mains, on ne serait pas là, aucun d'entre nous. Donc c'est vous qu'il faut d'abord et avant tout remercier. Donc, j'ai été président de la Fondation HEC, c'est un grand honneur pendant 7 années. C'est passé très très vite, et je ne me suis pas ennuyé. J'ai un message pour Jean-François. Si on te dit que ça te prendra 10 à 15% de ton temps, c'est évidemment une formule rhétorique. Et j'ai considéré que, à l'aube d'une nouvelle campagne qui va nous entraîner vers un nouveau sommet, mais qui nécessite un engagement de 5 ou 6 ans, c'était le bon moment pour passer le flambeau. Et je suis très heureux de passer le flambeau à Jean-François. Je vais y revenir, je vais vous dire pourquoi. Mais avant ça, je dois dire que cette transition a été, je trouve, bien gérée, de concert avec Jean-Paul, avec Éloïc, avec Hortense et avec le conseil d'administration de la Fondation. On a pu anticiper, et ça fait déjà de nombreux mois finalement que Jean-François travaille à nos côtés. Et donc il part lancé, ce que je trouve rassurant vu les ambitions qu'on va se donner. Et c'est quand même une dernière occasion pour moi de remercier un certain nombre de personnes. Après, je ne vous embêterai plus pour ça, peut-être pour d'autres choses, on verra. Mais je vais vous dire que c'est quand même une aventure exceptionnelle d'être président de la Fondation HEC. Je dis ça pour Jean-François, tu vois, il y a des hauts, des bas, mais quand même, quand tu prends un peu de recul, c'est une aventure demanding, comme diraient les Anglais, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel par les rencontres elles-mêmes exceptionnelles que ça permet de faire. Je dois dire que mon cercle d'amis s'est considérablement étendu pendant cette période et je m'en réjouis. Mais c'est aussi exceptionnel parce que c'est une réussite collective. C'est vraiment une réussite collective qui s'inscrit à la fois dans le temps et à un moment donné dans l'ensemble de l'écosystème de l'école, y compris évidemment les donateurs. Et puis c'est exceptionnel parce que finalement on s'engage tous en faveur d'une idée, d'une mission qui nous dépasse. Elle nous dépasse parce qu'on se rend compte, quand on exerce ce type de rôle, que HEC, c'est bien plus qu'une école. C'est très franchement une plateforme d'impact sociétal et économique extraordinaire. Et en donnant à HEC, on démultiplie mais considérablement l'impact que l'on peut avoir sur les causes qui nous tiennent à cœur. Et très franchement, moi je suis très heureux d'avoir modestement contribué pendant 7 ans à quelque chose qui me dépasse. Alors, Jean-François, ravi que le conseil d'administration ait confirmé ta nomination en tant que président. Vous verrez, Jean-François, il a non seulement un parcours professionnel exceptionnel, il a une générosité, une personnalité tout aussi remarquable, vous verrez. Et en plus, il est engagé auprès de la Fondation et de l'école depuis très très longtemps, avec loyauté, assiduité, ce qui est quand même un facteur de succès important pour la suite. Donc je suis très confiant de passer les rênes à Jean-François. Donc si tu veux bien me rejoindre sur scène.
Allez, tous mes vœux de réussite. Bon, et maintenant, c'est à toi de jouer. Hein? Voilà ce moment historique pour HEC. Et voilà, le flambeau est officiellement passé. Jean-François, à présent, c'est à vous d'écrire la suite avec la Fondation HEC. On fait un petit rappel pour celles et ceux qui vous découvrent ce soir, ici et à distance, bien sûr. Alors, Jean-François Palus, vous avez accompagné et dirigé les plus grands noms du luxe pendant plus de 30 ans. Vous êtes ancien directeur général délégué de Kering, ancien PDG de Gucci. Vous avez été décoré de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite. Et vous êtes diplômé d'HEC promotion 1984. Et vous êtes aujourd'hui donc le nouveau président de la Fondation HEC. Jean-François, après toutes ces années, qu'est-ce qui vous rapproche à cette école ? Beaucoup de choses. Hein. D'abord, l'impact que ça a eu sur ma vie personnelle, à maints égards. Et puis, bien sûr, le tremplin que ça a créé pour ma carrière professionnelle. Mais ce qui me rapproche, ce n'est pas du tout de la nostalgie et pas uniquement de la reconnaissance. Comme l'a évoqué Olivier, ce qui me rapproche d'HEC, c'est que j'aime HEC. Et j'aime ce que ça représente, cette espèce de dépassement du rôle et de la mission, les valeurs que l'école perpétue, les défis qu'elle a relevés. Et c'est pour ça que je suis très très fier de rejoindre la fondation, de rejoindre et de prendre la présidence de cette fondation. Je suis très motivé aussi. Alors, merci Olivier, il vaut mieux, parce qu'effectivement, il y a du boulot, l'ambition est élevée, et parce que les résultats aussi, comme vient de le dire Olivier, sont remarquables. Donc, merci pour ça, Olivier, merci pour ces résultats, merci aussi à l'équipe de la Fondation pour ces résultats. Merci aussi pour les 7 mois que tu as consacrés à me former, à m'accompagner, à me conseiller pour me préparer à ces nouvelles responsabilités. Et donc, je voudrais aussi remercier les présidents, les anciens présidents de la Fondation, les anciens présidents et les actuels présidents de l'école, de l'association des anciens, parce que si l'école en est là aujourd'hui, c'est bien sûr grâce à eux. Voilà, donc on a, vous le savez, une ambition, mais en fait, en préparant cette nouvelle campagne, avec toi, Olivier, avec Éloïc, avec Delphine, je me suis rendu compte qu'on avait un besoin de pédagogie et un besoin d'information à faire auprès de vous pour vous faire aller plus loin dans l'accompagnement que vous avez apporté à la Fondation et à l'école, et dont, évidemment, je vous remercie. Cet effort, c'est pour vous faire réaliser les défis que doit relever l'école. C'est les défis à la fois pour son modèle économique, pour la performance de sa mission et pour évidemment continuer à avoir un impact sur la société. Ce défi, on va le relever avec les anciens, avec les amis d'HEC, avec les entreprises qui sont nos mécènes, avec les fondations qui nous aident aussi beaucoup. C'est avec les anciens, mais pas uniquement les anciens. Il faut qu'on aille au-delà, qu'on trouve d'autres donateurs, notamment à l'étranger, et on va s'y employer. Être mécène de la Fondation, ça n'est pas du tout payer un impôt sur le souvenir. Bien au contraire, c'est s'engager pour l'avenir de l'école, l'avenir
d'un projet qui dépasse l'individu. C'est s'engager pour une cause, notamment celle du tremplin social. C'est donner à l'école les moyens de financer la poursuite de sa mission et de continuer à avoir un impact sur la société. C'est aussi s'assurer sur la durée de la capacité de l'école à faire vivre une communauté liée par des savoirs, mais aussi surtout des attitudes qui constituent une véritable marque de fabrique. Et donc, nous en venons à la campagne que nous lançons ce soir. Notre ambition, c'est de lever 300 millions d'euros. C'est pas peu. D'ici 2031, date d'ailleurs qui va correspondre à l'anniversaire des 150 ans de l'école. Sur cette somme, sur ces dons, les 2/3 vont être consacrés au projet traditionnel que vous connaissez et à la mise en œuvre de la stratégie Nouvelle Responsabilité de l'école, dont Éloïc va parler tout à l'heure, et évidemment avec un accent tout particulier mis sur l'ascenseur social. Donc vous savez que et l'école et la fondation, nous sommes passionnément attachés à ça. Une autre enveloppe de 100 millions va également aider à financer la réinvention du campus de Jouy, dont la livraison est également prévue pour 2031, fin de la campagne. Donc, ça va être un gros match. Il va falloir s'y filer et on compte sur vous, sur chacun d'entre vous, pour nous accompagner et accompagner l'école. Et donc, s'il était encore besoin de vous convaincre, vous allez voir un film que nous avons réalisé avec nos amis de BETC sur cette campagne. Merci beaucoup. New times, new geopolitics, new complexity, and no one-size-fits-all solution. The future will require thousands of solutions. The good news is there's room for reinvention everywhere. And above all, for audacity, it's time to dare. More than ever, at HEC, we have always dared. Dare new ways of thinking, enlighten, open-minded, to reinvent the economy of tomorrow. Dare to teach a different kind of management and step into society's great debates with research and knowledge. Dare to shape destinies through education and entrepreneurship. To achieve this, we need a new campus. Its last major transformation dates back to the 1960s. Today, it's time to propel HEC Paris into the future. Rethink it. Dream it. Rebuild it. This is the most pivotal turn of the century for us. HEC Campus of the Future. Once again, we must dare the impossible. Lead actions to make HEC a global source of inspiration and global influence. Invest in revolutionary programs to turn the campus into a global hive for innovation and impact. Be able to welcome more scholarship students on a shared foundation of excellence. Bring our faculty and research at the highest level. And build a new place, open, sustainable, tied to society that lives up to this ambition. This is our vision of HEC Campus of the Future. The plan. And your support is the cornerstone of this new journey. Your contribution to this campaign will be decisive. Altogether, every alumni, corporate partner, foundation, preparing the move of the century, daring one step beyond. HEC Campus of the Future. Join the fundraising campaign. Together, let's build the future of HEC Paris. Bonsoir à toutes et à tous. Olivier, merci pour ces 7 années. C'était génial de faire ce chemin avec toi. Et puis en plus, tu restes président du conseil, du comité stratégique du conseil d'administration. Et donc, voilà, tu vas continuer à contribuer massivement. Et Jean-François, welcome on board. Dans les quelques petites minutes que j'ai avec vous, je voudrais
évoquer quelques dimensions de la raison d'être de l'école, des éléments de son identité, et puis ouvrir sur quelques orientations stratégiques. Mais avant ça, si on regarde un peu dans le rétroviseur, et on peut même remonter assez loin dans le rétroviseur, il y a eu tout un ensemble d'étapes, de moments un peu de disruption, nouvelles étapes stratégiques qui ont façonné l'école et qui ont forgé ce qu'elle est aujourd'hui. La constitution d'un corps professoral permanent de recherche, grande étape. L'ouverture du concours, tardivement, aux jeunes femmes. La création du MBA, de l'executive MBA. L'internationalisation de l'école. L'ouverture du centre d'entrepreneuriat à Station F. Tout ceci a fait qu'aujourd'hui, la perception de l'école est un lieu, un réseau d'incroyable concentration de talents, de tous les âges, du monde entier désormais, et des gens formés à résoudre des sujets complexes, des problèmes complexes dans tous les secteurs de l'économie, qu'ils créent les boîtes ou qu'ils développent les différentes organisations. Et tout ceci, ça a été fait en adéquation forte avec les valeurs de l'école, qu'on a même définies ex post, l'excellence, la curiosité, l'esprit entrepreneurial, la diversité. Et tout ce chemin a été impossible sans la chambre de commerce, impossible sans la fondation, impossible sans l'association. Ça a été une magnifique aventure collective. Maintenant, quand on regarde autour de nous, les défis sont immenses. L'ampleur des enjeux semble colossale. Parfois, on a un petit coup de moule en se disant « waouh ». Et ce constat, c'est un appel à un nouvel exercice de la responsabilité de l'école. Et ça tombe bien, la responsabilité, c'est la 5e valeur cardinale de notre école, de l'institution. Et c'est aussi pour ça qu'on a appelé cette feuille de route « Nouvelle responsabilité ». Je vais vous en donner peut-être 3 exemples, 3 éléments d'orientation. Premier défi, on vit dans un monde aujourd'hui d'assèchement du débat d'idées qui est assez impressionnant. Un manque de confiance dans la science, un manque de confiance dans les experts, ou alors tout le monde est expert. Fake news, post-vérité. Et donc, première responsabilité de l'école, c'est d'inspirer massivement les décideurs et d'éclairer fortement les débats. C'est pour ça qu'on a créé tout récemment à HEC une structure qui rassemble l'ensemble des centres de l'école, le centre d'entrepreneuriat, le centre de IA et de data, le centre de family business, le centre sustainability, et j'en passe. Et on a créé HEC Institute. HEC Institute, son objectif, c'est de prendre toute la recherche d'HEC. Et c'est incroyable tout ce qui est produit par nos différents professeurs, de prendre les meilleures mémoires de nos élèves, de reprendre tout ce que peut être produit sur le campus et de les pousser vers l'extérieur, de les rendre accessibles, disponibles, gratuitement. Et puis aussi, on va de plus en plus sur le terrain, on va discuter avec vous au sein des entreprises, au sein des gouvernements, au sein des grandes institutions internationales, et on va aller chercher quels sont les grands sujets d'importance du moment. Tout le monde nous parle du future of work, aujourd'hui, futur du travail, de IA et confiance, de confiance et de cohésion sociale, des entreprises familiales, des PME, fiscalité. Et l'idée, c'est qu'on puisse, nous, produire tout un ensemble de connaissances, mobiliser notre corps professoral au service de tous ces sujets-là et de diffuser aussi largement des études, des baromètres, des position papers courts, accessibles, de prendre la recherche, une fois de plus, et de la rendre accessible, de créer des podcasts. Et on va faire tout ça au travers d'une plateforme média qu'on crée à HEC et qu'on lance en décembre, le HEC Media Hub, pour effectivement rendre tous ces éléments très accessibles, compréhensibles de la communauté, mais plus largement. Cette recherche en la poussant vers l'extérieur. Moi, je veux que quand je vous rencontre, dans les mois et années qui viennent, vous me disiez incroyable étudiant que j'ai croisé l'autre jour, là, impressionnant. Mais vous me parliez aussi de non, mais attends, j'ai lu l'étude que vous avez sortie à HEC, ça a vraiment transformé ma façon de voir les choses, ça a inspiré mes décisions, je regarde les choses assez différemment. Donc première chose, tourner cette production de savoir le plus possible vers l'extérieur. Deuxième dimension, ça a été évoqué plusieurs fois, l'ascenseur social qui est bloqué, qui est toujours plus bloqué. Et bien sûr qu'on a un rôle à jouer, nous, fortement vis-à-vis de nos élèves,
accroître le nombre d'étudiants boursiers d'État sur critères sociaux à HEC, toujours plus, mieux accompagner ces étudiants-là. Et il y a un engagement fort de la Fondation à faire plus dès la rentrée prochaine et continuer à faire plus au fur et à mesure de la campagne. On a travaillé sur les voies d'accès. Donc oui, s'occuper de ces élèves-là. Mais un élément de différenciation énorme d'HEC, une vraie différence par rapport à n'importe quelle autre institution, c'est la capacité à aller aussi s'occuper, par rapport à notre positionnement, de tout un ensemble d'élèves, de tout un ensemble de personnes qui ne seront jamais diplômées d'école. Et on a une capacité à changer des destins, à changer massivement des destins, des trajectoires. On le fait au lycée. Vous avez pour certains suivi les concours d'éloquence. Aujourd'hui, on travaille avec tout un ensemble d'étudiants de seconde et on parle de milliers d'élèves et on a eu une discussion tout récemment, là, cet après-midi, qui donne un peu le tournis parce qu'on nous dit « mais pourquoi ça ne serait pas tous les élèves de France qui seraient amenés à suivre votre programme ?» Et ça vient de très haut. Donc l'éducation au cœur de l'ascenseur social. La deuxième dimension, c'est l'entrepreneuriat, un formidable outil au service de l'ascenseur social. Et là aussi, on le fait aujourd'hui sur tout le territoire et on a pris l'engagement d'accompagner près de 10 000 femmes dans les 5 années qui viennent pour leur permettre de vivre de leur activité. On transforme, je pense, la capacité de développement de tout un ensemble de patrons d'entreprises sociales et solidaires et d'associations. Et donc c'est là, prendre notre expertise et la mettre au service de ces personnes-là. Et on ne parle pas de quelques dizaines, c'est des milliers de personnes qui passent par nos programmes, une fois plus grâce au soutien, votre soutien, grâce au soutien de la Fondation et de tout un ensemble de fondations qui nous accompagnent. Troisième dimension, les enjeux technologiques, climatiques, de polarisation, géopolitiques sont énormes. Et donc, là aussi, notre objectif, c'est qu'on ne soit pas seulement un lieu de transmission de savoir, un lieu de création de savoir, mais on soit un lieu où se dessinent les solutions et qu'on accélère la mise sur le marché d'un certain nombre de solutions proposées par différentes personnes. Pour ça, il faut mieux comprendre les enjeux. Et donc, HEC, pour rester une des meilleures écoles de management, elle va être traversée de plus en plus par la géopolitique, par de l'économie, par des enjeux de tech fortement ancrés demain dans le programme de l'école. Et on fait bien entendu main dans la main avec l'Institut Polytechnique de Paris. Donc, plus de géopolitique, plus de technologie, comprendre de quoi on parle. Mais ça ne suffit pas de comprendre. Pour pouvoir faire face à ces sujets-là, c'est l'esprit entrepreneurial du campus qui est aussi énorme. On a créé l'un des plus beaux centres d'entrepreneuriat en Europe, associé à une business school. On va continuer à le faire. On va être encore plus positionné sur l'entrepreneuriat technologique. Et fortement, nos étudiants vont fortement être associés à ces succès-là et à la manière dont on peut accélérer le développement de ces entreprises. Mais on ne va pas faire que de 0 à 1. L'objectif, c'est aussi de se dire, une fois qu'on a créé très bien, comment on passe de 1 à 100, de 1 à 1000. On veut s'occuper de reprise d'entreprise, qui va être un énorme sujet dans les années qui viennent. Et puis comment on accélère la capacité à être un champion français, un champion européen, voire un champion mondial. Donc vous voyez, changer des destins massivement, éclairer et inspirer, et être un lieu de co-construction de solutions, c'est au cœur de la mission de l'école, tout en continuant à attirer les meilleurs étudiants du monde entier. Alors les conditions de succès, c'est le business model de l'école, ça a été évoqué, et je laisse ça pour d'autres discussions. C'est le campus, qui va être le sujet qu'on va beaucoup aborder, et c'est aussi la capacité à lever des fonds qui vont nous permettre de faire ça. Et donc moi, effectivement, pour aller dans le sens de ce qu'ont dit Olivier et Jean-François, le message que vous passez, c'est que quand vous donnez à la Fondation HEC, l'idée, ce n'est pas d'aider l'école, c'est d'avoir un impact sociétal massif. Et nous, l'objectif qu'on a tous, qui travaillons au sein de cette école, c'est d'en faire le meilleur véhicule possible pour vous permettre d'avoir un maximum d'impact et changer massivement des choses dans notre pays et plus largement. Donc voilà, merci beaucoup de toute votre aide et votre accompagnement et au plaisir d'échanger avec vous. Monsieur Bédier. Loïc, pour cette vision très engageante.
Et pour un projet d'une telle envergure, HEC a fait appel à des agences d'architecture de renommée internationale. Et nous avons la chance de les avoir avec nous ce soir, les architectes lauréats du projet, pour une table ronde. Et Loïc, vous allez nous rejoindre aussi sur scène avec Kjetil Thorsen de l'agence Noeta et Lucie Ninet de l'agence NEM. Merci de venir sur scène, ainsi que le président du conseil d'administration d'HEC, Jean-Paul Agon. Déjà de retour, Loïc. Très bien. Kjetil, je vous donne ça parce que je vais vous poser une question juste après qu'on fait quelque chose d'autre. Mais avant de vous entendre, et on a beaucoup de questions pour vous ce soir, en fait, on va commencer par écouter les principaux concernés, les étudiants. Alors, on leur a demandé d'imaginer le campus du futur et on a même leur a montré quelques images en exclusivité. Let's have a look. Can you imagine the future of HEC in 20 years? The future of HEC, I think. Ça va être un réseau qui va être très, très international, très, très diversifié. There will be more and more digital. Maybe we can have more technology futures on campus. AI. AI. They can develop a new program that can teach you how to leverage AI tools, but at the same time, keep a human approach. Beaucoup d'étudiants à HEC, ils viennent de grandes villes et ils se retrouvent plongés dans un campus très vert. Les personnes qui vont travailler dans les entreprises plus tard, elles ont évolué dans cet environnement. Ça leur permet aussi de se reconnecter à la réalité. Il faut beaucoup d'espace vert. Ecological design. More sustainable. So there's also centric to the people here. Peut-être s'il y a une piscine aussi ouverte, ça serait génial. We have quite a lot of spaces to meet people, but we can have more. Des espaces un peu plus collaboratifs. Big hall where everybody can celebrate their graduation, or if a special guest speaker comes along. Passer du temps ensemble, ça crée de la cohésion, plus d'inspiration, plus de projets ensemble et plus d'impact sur ce monde. So we will show you what the architects imagine for the future. Oh wow. Pretty cool. Ça a l'air vraiment incroyable. Mais c'est trop beau. C'est marrant parce que c'est super différent et pourtant je reconnais HEC. Enfin, ça garde la même identité. You can feel that it's coming from the future. It's unique, but iconic maybe even, you know. On veut passer du temps dedans. I'm quite jealous. If I have kids, eventually I'm gonna want to send them here, you know, just to come back and visit the campus, probably. Et un grand merci à Jennifer, Théo, Coralie, Eric et Loïc pour avoir partagé leurs impressions spontanément. Okay, Kjetil, thank you for coming all the way from Norway, just to start with. Thank you, Kjetil. So you just saw the students respond to these images. I just want to know if it's a little emotional to see the people who are most concerned with your project and the development of this project react in this way. Wow, it's every architect's dream to hear something like this. In the setting that we are now, these students that we're preparing the new campus for, or the change of the campus, is of course the future that we rely on. If we don't give them the best possible circumstances, they will not follow in the line of HEC and where you've been. They might change. We heard talk about technology. We need to adapt technology into society in a human manner. We need to create spaces that touch and inspire. But foremost, right now, we're designing for future memories. And these future memories will follow the strategies and the goals and the values of our HEC. We need to design and build a building that is absolutely
in correspondence with the values. Otherwise, HSA will not walk the talk. It needs to be close, it needs to be tangible, it needs to be collective, and these students, just by looking at a picture, are trying to imagine what that will be like. You know, it's heartwarming. Architecture is for people. I think that's a great way to end that part. Merci. So, Lucie, Jean-Paul et Eloïc, vous allez en dire plus sur le sujet dans un instant, mais d'abord, on doit mettre un terme à ce suspense avec ces images du campus du futur. Donc, on regarde une vidéo et on en reparle juste après, si vous êtes d'accord. Sound good? OK? Vidéo campus, go! C'est bon? Ok, vas-y. Il y a 60 ans, il a été décidé de s'installer dans cet écrin formidable et de créer un campus qu'on disait à l'américaine. Le campus, c'est un actif extraordinaire, je sais. Mais en 60 ans, l'école, elle a énormément changé. Et donc, on se devait d'avoir un nouveau projet pour les prochaines années. Parce qu'on veut créer des liens. On avait besoin de recréer une centralité. Un lieu où tout le monde allait se croiser à un moment ou à un autre. Et on avait aussi envie d'avoir un bâtiment iconique, le bâtiment qui va être le symbole de l'école. Et donc on a choisi un consortium des plus grands architectes au monde. On sait qu'on va travailler pendant 5 ans avec eux, et il fallait être sûr qu'on avait une équipe avec laquelle on avait envie de travailler. What does a development of a university campus need? It usually needs the connectors. And our building is like a hand, where every part of the finger is touching something else. So you can actually connect to existing elements, you can connect to the history of the site, you can connect to nature. Inside here, nature comes in between the fingers. So it almost feels like this, between nature and architecture. It's about community, and it's about being able to educate the best possible you can for the future students. The uniqueness of the building is what we call peak experience. So when people emotionally connect to a building, that comforts them, at the same time challenges them. You have to be there. That's when you understand it has an effect on you. HEC Central Campus building has this particular connection to people. This is a place that will be remembered by the students who've been at the HEC throughout their whole lives. Dans le projet d'HEC, ce qui nous a intéressé, c'est déjà de découvrir un patrimoine architectural très diversifié et de grande qualité. Donc concrètement, on a sur le bas campus un ensemble de 3 bâtiments, le château, le Nordling et les communs qui étaient abandonnés. Donc nous, notre travail, ça a été d'abord comment créer un ensemble cohérent. On a créé une grande traverse qui permet déjà de relier ces 3 bâtiments. Donc le château va être réhabilité. Le Nordling opère une grande montée en gamme, on fait des chambres plus grandes, offrir à chacun une terrasse privative et quelques lieux communs, pour essayer aussi de maximiser cette idée d'interaction qui font émerger les nouvelles idées. Et pour les grands communs, on fait le choix de la reconstruction et les façades, on fait le choix de la terre crue. C'est un matériau traditionnel qu'on réutilise ici, on s'en sert dans l'innovation de demain. Et l'ensemble finalement de ce nouveau projet du bas campus crée un dialogue clair entre les bâtiments restaurés, les bâtiments neufs, qui va permettre d'ajouter une strate pour faire muter ce patrimoine et l'emmener dans les siècles futurs. Aujourd'hui, on est à un moment particulier de l'histoire, c'est que plus le digital se développe, plus on est persuadé qu'il faut investir sur le campus. On partira de Sydney, de New York, du Brésil pour venir à Jean Jaurès sur le campus d'HEC pour traiter des grands défis, les grands challenges du monde, pour apporter des solutions et co-construire ces solutions. Et donc, dans les 50 prochaines années, le rayonnement de l'école il dépend aussi beaucoup de cette transformation du campus. On a besoin de la communauté, de son soutien. C'est à la fois un geste intergénérationnel, mais c'est aussi existentiel pour la pérennité d'HEC et son rayonnement mondial. Donc, on compte sur vous.
Congrats, what a project. Chatel, we can certainly see some future memories being made there, of course. But it's more than just an emblematic space, right? So could you tell us how what we just saw actually embodies the campus of the future? The central building, which is now connecting both existing buildings and nature, as I explained in the film, almost operates like the big connector. If you imagine a situation where people almost like have to meet, they have to pass through, they have to linger, but they also have to work, or they have their ceremonies, a lot of action is connected to the accessibility of this space. And accessibility for people to work together is number one. If you separate everything on campus continuously and you never bring people into one central core, then they will always be dispersed. Now, with this new building, we have a very centralized space which can be occupied by everyone at the same time, with different events ongoing at the same time, which means, again, when people meet, things happen. That's how it goes with education, and that's how it goes in life if you want a family. So, in essence, these things are being brought together, again, by a physical environment which is touchable, tangible, but which, at the same time, is all about connecting people. All about connecting people. And there's another connection that we can make, c'est, of course, the connexion entre le passé et le futur. Alors, Lucie, vous travaillez notamment sur le bas campus et les bâtiments historiques. Comment se sert-on de l'histoire pour faire le lien avec le futur? C'est une grande question. Tout à fait. HEC, en ce sens, a toujours été précurseur. Déjà, le choix de s'installer dans un domaine au patrimoine architectural et végétal exceptionnel, le choix de l'architecte Coulon, qui a construit les premiers bâtiments dans les années 60 et qui a posé d'ailleurs ce concept d'enseigner et de travailler dans la nature. Puis, au fil des ans, des architectures qui ont toujours été très novatrices et en avance sur leur époque. Dans le bas campus, le château et la reconquête des communs nous plongent dans une histoire plus ancienne, avec des modèles sociétaux qui nous ont précédés, le domaine seigneurial, la ferme idéale. Ce patrimoine très riche et varié, à l'image d'ailleurs de la population d'HEC, tire en fait sa cohésion et sa force du dialogue et du lien qui les unit. Donc notre projet va être à la fois respectueux du passé et très innovant, avec une grande mutation du patrimoine, 2 bâtiments neufs visionnaires qui vont venir compléter ce palimpseste architectural, poursuivre l'aventure et l'emmener vers demain pour ancrer l'école dans les mémoires individuelles et collectives et être, j'espère, source d'inspiration pour les uns et les autres. Merci beaucoup, Lucie. Jean-Paul Agon, bonsoir. Bonsoir. En tant que président du CA de l'école, vous avez impulsé ce projet. Donc moi, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est pourquoi ce projet? Et la seconde, c'est pourquoi cette équipe? Alors, d'abord, je vais vous répondre un petit peu, mettre un peu de contexte. D'abord, il faut se rappeler, et je pense que tout le monde le sait, pour tous ceux qui sont allés sur le campus dans les dernières années, le campus avait quand même beaucoup vieilli. On a vu qu'il avait été inauguré par le général de Gaulle, donc c'est pas d'hier. Je sais que 60 ans, c'est pas grand-chose, n'est-ce pas, pour beaucoup d'entre nous. Mais quand même, le campus avait vieilli et tout simplement, on ne pouvait pas continuer comme il était. C'était une passoire thermique, il y avait des choses qui se dégradent. Au point de vue environnemental, ce n'était pas idéal. Donc, il était indispensable de faire de réinventer ce campus. Alors, et d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on en parlait. Je crois que quand je suis arrivé il y a 2-3 ans, je crois qu'on en parlait déjà depuis 10 ans. On avait vu, vous aviez vu, je crois, une fois une esquisse de Jean-Michel Villemotte. Donc, c'était un sujet qu'il fallait traiter. Donc, on a décidé avec la Chambre de commerce, et je remercie Stéphane et Fratacci et Dominique Restino, on a décidé avec la Chambre de commerce et le conseil d'administration d'HEC que on allait le faire, hein, c'est pas la peine d'attendre éternellement. Et deuxièmement, on en avait besoin parce que vous avez vu la formidable transformation de l'école. L'école, pour beaucoup d'entre nous qui sommes passés par l'école il y a pas mal d'années ou peut-être moins, l'école s'est magnifiquement développée sous l'impulsion de Bernard Ramanantsoa,
de Peter Todd et maintenant de Loïc, l'école est devenue quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est numéro 1 mondial en business school, numéro 1 en master, numéro 1 en executive education, 4000 élèves sur le campus, 50% d'étrangers. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et l'école avait besoin d'un campus à la hauteur de sa réputation, à la hauteur de ses ambitions. D'où l'idée de ce nouveau campus. Alors après, on a donc décidé avec le conseil de s'y mettre. On a fait une démarche très rigoureuse. On a fait un appel à projets dans lequel on a eu pratiquement une douzaine de projets qui nous ont été proposés, projets d'architectes et de promoteurs. Et on a choisi parmi ces 12 projets, 4 projets qu'on a retenus. Et on a travaillé pendant 2 ans, je crois. 1 an et demi sur ces 4 projets avec des projets très aboutis quelque part, et il en fallait bien sûr un seul, et c'est ce projet de ce nouveau État qui a été retenu. Et pourquoi il a été retenu? Parce que, d'ailleurs, s'il fallait un seul mot, ça serait justement ce qu'a prononcé cet étudiant, c'est « iconic ». On voulait quelque chose dont les élèves soient fiers, quelque chose qui soit reconnaissable partout dans le monde, qui soit unique. Et on a déjà un site qui est unique, hein, parmi tous les sites de business school dans le monde. HEC est certainement le plus beau site. Il fallait aussi une architecture qui soit absolument iconique, unique, etc. Donc, je finis. On a donc lancé ce projet. On a abouti à ce choix. On en est très heureux. Et je dois dire que moi, je pense que tous ensemble, vous avec nous, puisque c'est grâce à vous qu'on va pouvoir le financer, hein, il faut voir les choses en face. Il y a d'abord un financement. Je vais vous expliquer quand même en 1 seconde, ça vaut la peine d'expliquer à tout le monde. En fait, ce projet va être financé en gros moitié-moitié, moitié par un emprunt qui est garanti d'ailleurs par la Chambre de commerce, pour moitié par la Chambre de commerce, pour moitié par le département des Yvelines, qui nous accompagne dans la démarche, financé par la Banque des Territoires. Un emprunt, ça veut dire donc que le business model de l'école doit être capable aussi de monter en régime et d'être capable de rembourser les traites de l'emprunt. Et l'autre moitié, en gros, sera financée par les dons de vous tous, des entreprises, des fondations, des donateurs particuliers. Et donc, moi, je vous encourage vraiment à accompagner ce mouvement. Je crois que c'est un moment historique. On a vu la photo du général de Gaulle, donc 1964 était une année historique. Je pense que 2026 sera aussi une année historique, dont on se rappellera encore dans 60 ans, le lancement de ce nouveau campus pour les 60 prochaines années, pour offrir à tous les prochains étudiants la plus belle école de commerce du monde, la plus belle business school du monde, comme elle mérite de l'être. Merci beaucoup, Jean-Paul. En effet, un campus iconique qui sert réellement la stratégie de HEC. Loïc, on vous a entendu tout à l'heure parler de la pédagogie et les grands enjeux. En quoi le campus va être en lieu de réponse à cela? Alors, moi, plus je le vois, plus je le trouve extraordinaire. Je ne suis pas étonné qu'il y ait une unanimité en plus dans le choix final de l'équipe. Donc ça n'a pas été une longue discussion, ça a été l'unanimité. On va tous, les plus jeunes encore plus que les moins jeunes, se former pendant toute notre vie, retourner régulièrement à l'école. Ça, c'est écrit. Et donc, avoir un pôle de formation continue en bas du campus, qui lui aussi doit être un lieu premium capable de recevoir les dirigeants, les comités de direction, les COMEX, les équipes, dans un écrin absolument magnifique, c'était nécessaire. La formation continue a pris une place de plus en plus grande au sein des activités d'HEC. Et donc, avoir ce pôle-là, entre le château et les communs, je ne sais pas si vous connaissez les communs, je ne sais pas si vous avez des souvenirs d'avoir fait du Dead Poets Society le soir, voilà, dans les communs, mais c'est un endroit sublimissime, mais qui était en ruine. Et donc là, quand on voit ce que ça va devenir, ça va être extraordinaire. Donc ça,
très important. En cœur de campus, là aussi, vous avez tous des souvenirs. Il y a la partie éducation, il y a la partie résidence. La bibliothèque, c'est peut-être vieux souvenir, bibliothèque. Un extrême du campus. Quelques-uns. La cafette complètement de l'autre côté. Et donc, Villemotte nous avait dit qu'il manque une centralité sur ce campus. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un lieu où tout le monde va se croiser, va se retrouver. Et donc, on a ce nouveau amphithéâtre en plein cœur de campus. On va avoir des lieux pour le moment on appelle le garage, le studio, le différent corner, enfin, où l'idée c'est on se croise et on sait que les idées vont naître de temps en temps d'une rencontre, d'un café, ils vont travailler sur des projets, et donc la cafétéria en plein cœur de campus, un restaurant en plein cœur de campus, des lieux d'échange en plein cœur de campus, la bibliothèque, on dit Learning Center maintenant, c'est plus classe, en plein cœur de campus. Et donc, voilà, ces deux espaces-là vont être assez emblématiques. Et puis après, effectivement, je pense qu'on en parlera, c'est comment est-ce qu'on peut magnifier cet écrin, comment est-ce qu'on peut faire pour... C'est souvent évoqué, hein, climat, environnement, Green Campus, et donc on va aussi insister beaucoup sur cette dimension-là. Absolument, et merci parce que ça introduit ma question pour Lucie, qui est la suivante. Lucie, votre vision pour ce campus est-elle une vision engagée ? Je crois oui qu'elle est très engagée. Alors elle est, je dirais personnellement, Ex Noeta, elle a été aussi beaucoup impulsée par HEC. C'est un projet très engagé au niveau patrimonial et environnemental. On est ravis d'ailleurs que la proposition qu'on a faite, ambitieuse, ait retenu votre attention. Déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que ce choix fort de réhabiliter, de faire muter un grand nombre de bâtiments déjà existants sur le campus, de les transformer et ne pas les démolir, c'est déjà une grande partie du chemin vers un projet durable et décarboné. Ensuite, pour les deux bâtiments neufs, on a travaillé à une architecture bioclimatique et responsable, peut-être sur deux grands aspects. Bon, évidemment, il y aurait plus à dire, mais le temps est limité. Donc, sur l'aspect peut-être énergétique, on a travaillé sur des bâtiments passifs, avec une bonne inertie, et qui vont tirer parti de leur environnement, par exemple, de la fraîcheur exceptionnelle de la végétation, pour ventiler naturellement, rapporter de la fraîcheur l'été et moins utiliser les systèmes actifs comme la clim. Ou bien sur l'aspect plus carbone, on a fait le choix fort de matériaux décarbonés, locaux, naturels, la pierre pour le cœur de campus, la terre pour le pisé pour le bas campus. Et pour aller au-delà, on va utiliser massivement le bois pour stocker en fait le carbone. Le projet durable, c'est aussi d'avoir créé des lieux de rencontre, de proposer des bâtiments confortables qui vont proposer des conditions de travail et d'enseignement qui sont les meilleures possibles à chacun. Et on a travaillé aussi conjointement à une grande flexibilité des structures pour que le bâtiment, le campus, puisse évoluer demain et après-demain. Un projet engagé, indeed. Merci beaucoup, Lucie. Et Eloïc, très rapidement, une question concrète que tout le monde se pose, ou j'imagine que tout le monde se pose. Est-ce qu'on sait combien de temps vont durer les travaux et ça va se passer comment ? Je crois qu'on ne sait jamais, non donc, ce qui est écrit aujourd'hui, et j'adorerais fermer les yeux, me réveiller dans quelques années, on va commencer les travaux tout début 2027. Et l'idée, c'est qu'on va commencer par construire. Et donc, on va construire le cœur de campus et on va reconstruire les communs du château en bas. Et ça va sans doute durer 2 années et demie à peu près. Donc, ça va nous entraîner jusqu'à mi-29. Et puis, une fois que ça c'est fait, on va fermer l'intégralité du BATZ. Et on va rénover l'intégralité du BATZ, comme le disait Jean-Paul, il en a besoin. Et ça va aussi à peu près durer 2 ans. Donc effectivement, la formation continue ira en bas, on occupera les nouveaux locaux et les anciens locaux, et puis on va rénover toute cette partie-là. Et donc en 2031, campus flambant neuf. Et j'ajoute qu'on donne rendez-vous à tout le monde en 2031 parce que ça sera aussi le 150e anniversaire de l'école. Donc le fait de faire coïncider en 2031 la fin de la campagne, l'inauguration du nouveau campus avec le 150e anniversaire de l'école, c'est un rendez-vous qu'on ne peut pas manquer. Donc Eloïc, on va se débrouiller pour que les travaux... qu'on soit encore là tous les deux. Voilà. Non, ça je ne sais pas, mais au moins pour que les travaux finissent en 2031. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette
conversation passionnante. Et bravo encore pour ce projet. Et maintenant que vous avez compris à quel point ce projet est structurant pour l'école, on mesure à quel point il est ambitieux et pourquoi toute la communauté doit se mobiliser. Alors, pour lancer ensemble cette nouvelle phase, j'invite sur scène Hortense Deroux, Jean-François Palu, Olivier Sevilla, Rémi Boutiot, Neila Ibrahim et Delphine Colson. On commence par vous, Jean-François. Quelle est l'ambition de cette nouvelle campagne? Donc, l'ambition, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est de lever 300 millions d'euros. Pour ceux qui font des calculs, c'est 50% de plus que la fois dernière. On ne va pas s'arrêter là. Hein, si on peut faire mieux, on aurait tort de se priver. Mais déjà, c'est un gros objectif. Donc, 1/3 pour le campus et 2/3 pour les projets récurrents d'HEC. Le campus, encore une fois, hein, c'est un projet très singulier qui dure 5 ans et après c'est fini. Et puis on en a pour 50 ans. Donc c'est un point très important et c'est pour ça qu'encore une fois, on a besoin de la mobilisation de chacun d'entre vous. Un objectif ambitieux, en effet. Et cette dynamique est déjà en marche. Delphine, où en est-on de cette mobilisation? Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on est déjà à 30% de l'objectif. Donc, on est très confiant. Oui, on peut applaudir. Bravo. Donc, on est très confiant. Et moi, je voudrais juste dire un mot pour les nouveaux donateurs qui nous ont rejoints, les donateurs qui se sont réengagés, qui ont même amplifié pour certains leur engagement, et puis pour tous ceux, les particuliers, les entreprises et les fondations qui nous accompagnent depuis des années et qui nous aident à faire grandir l'impact d'HEC. Donc c'est extrêmement important et précieux de vous avoir à nos côtés. Moi, j'ai un mot assez simple, c'est qu'on a vu l'impact grâce à la philanthropie de la dernière campagne. Donc en 5 ans, on a fait naître, grandir des projets de l'école absolument fabuleux. Donc mon message, c'est n'attendez pas, on n'a pas besoin d'attendre 5 ans. 2031, les 150 ans de l'école pour se mobiliser, donc il faut le faire dès maintenant. Aidez-nous, on a des très très beaux projets avec l'école qu'il faut absolument faire grandir très rapidement. Et puis, on a évidemment une pensée pour quelques personnes et fondations qui nous ont soutenus particulièrement dans ce début de campagne et nous aimerions les citer. Oui, mais, je ne suis pas revenu, hein, c'est juste pour commenter. C'est juste pour dire qu'on n'a pas chômé ces 12 derniers mois. Rémi, Jean-François, Delphine et moi pour effectivement pouvoir se présenter devant vous, lancé en fait. Et donc, je tiens à remercier personnellement un certain nombre de très grands donateurs qui ont concouru à ces fameux 30%. Qu'on a au départ de cette campagne. Je voudrais remercier Jean-Paul Agon, Jean-Luc Alavena, Pascal de Genlis, Hubert Joly, Sébastien Breteau, Daniel Bernard, Jean et Hélène Peters, Pascal Cagny et Jean-François Palu. On peut remercier aussi Rémi Boutiot, Nicolas Garzouzi, François Perrol, Bertrand et Isabelle Schwab, Nathalie et Alexis Perakis-Valat, Jean-Marie Éveillard.
Et je souhaiterais remercier au nom de tous Damien Scaierez, Marie-Elisabeth Suska, Didier Pinot-Valencienne et sa famille, ainsi que les fondations qui nous soutiennent, la Fondation Bettencourt-Schuller, la Fondation Ion, la Fondation Dieter Schwartz et la Fondation Laidlaw. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, cette mobilisation concerne vraiment tout le monde, des individus, des diplômés ou non HEC, des fondations, mais également des entreprises. Ah, elle a déjà le micro. Comme ça, vous êtes prêts. Parfait. Donc, c'est Neila qui va nous parler des entreprises et comment, Neila, comment les entreprises peuvent s'associer à ce projet historique d'HEC. Absolument. Avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier les 18 entreprises qui font partie de ces 30% de fonds déjà levés et qui s'engagent ou se réengagent avec nous sur cette nouvelle campagne. Voici les logos qui apparaissent, avec une mention spéciale pour de nouveaux venus qui ont rejoint cette communauté d'HEC, CMS Francis Lefebvre, Groupama Asset Management et Deloitte qui financent une chaire sur AI and Business. Alors, comment s'engager quand on est une entreprise? Eh bien, vous le savez, nous sommes une institution, donc on l'a dit, d'intérêt général à but non lucratif. Et aujourd'hui, les entreprises soutiennent les projets de recherche, d'enseignement, d'innovation, d'entrepreneuriat et évidemment tous nos aspects sociaux et sociétaux. Et demain, ils peuvent aussi financer des infrastructures qui sont en cohérence avec leurs projets stratégiques. Je pense par exemple au Learning Center où tous les élèves passent un temps incroyable à faire des projets, à étudier. Je pense évidemment aux amphithéâtres et aux salles de classe. Je pense aussi à ce magnifique Executive Center qui va voir passer les managers et les dirigeants d'entreprise lors de leur formation continue. Tout cela, ce sont des endroits iconiques qui permettent en fait un dialogue entre différentes parties prenantes, les professeurs, les étudiants, les entreprises, mais aussi la société civile, le régulateur, les décideurs publics. Ce sont des endroits de grande visibilité et ce sont des endroits qui, quand une entreprise s'engage, elle peut montrer en fait sa volonté de s'engager dans la durée sur l'éducation et la recherche en France et en Europe. Donc, j'ai hâte de voir encore plus d'entreprises s'engager avec nous sur ce nouveau projet. Merci beaucoup, Neila. Et on le voit, les entreprises s'engagent déjà fortement. Et cette mobilisation s'entend aussi à l'international grâce au réseau d'ambassadeurs dont vous faites partie, Rémi. Et si vous êtes d'accord, it's a nice time to acknowledge those joining us online again tonight and say thanks for sticking with us. We appreciate you. Alors Rémi, back to us. Comment évolue ce réseau d'ambassadeurs et cette nouvelle dynamique? Donc on a monté un comité de campagne il y a déjà une vingtaine d'années. Et ce comité de campagne, c'est un groupe de bénévoles, tous anciens de l'école. On est tous évidemment donateurs et très mobilisés. On est conscient que c'est un moment charnière pour aider l'école. Notre rôle, c'est d'ouvrir notre réseau et de convaincre de nouveaux donateurs. On est un peu des ambassadeurs de l'école ou une sorte d'extension de la fondation. On les aide à démultiplier leurs efforts. Alors, on est bien sûr ravis et impatients de rentrer en campagne. Pour nous, la campagne, c'est notre raison d'être. Donc, on est là, on est prêt. Et ce groupe, en fait, on en a profité pour le renforcer. La nouvelle campagne, c'est l'occasion de le faire. On a renforcé nos 3 comités. Donc, on a un comité en France, on a un comité au Royaume-Uni, on a un comité aux États-Unis. On va en profiter pour faire des événements à l'étranger. Donc, on a, en 2026, on va faire des événements aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Asie, dans d'autres pays. On va venir à votre rencontre. On espère que vous serez très nombreux au rendez-vous. Il y a un autre point également que je veux dire, c'est qu'on a une ambition, et cette ambition, c'est d'augmenter le nombre de donateurs. Alors là, ce soir, vous savez que vous pouvez donner sur 5 ans, vous savez que vous pouvez donner également ponctuellement. Évidemment, et j'en profite pour le rappeler, n'hésitez pas à donner. Vous savez qu'il y a des incitations fiscales très avantageuses en France, mais également à l'étranger. Et enfin, on a déjà un groupe très motivé et très convaincu pour la cause. Mais si vous avez des vocations, vous pouvez nous rejoindre avec plaisir. Okay, so we're counting also on our international community.
Oui, Hortense, cette nouvelle campagne ouvre une nouvelle phase de mobilisation. Comment l'association des diplômés que vous précédez va prendre part à cette grande campagne d'HEC? L'association est complètement mobilisée, derrière la fondation et l'école évidemment, derrière les projets de l'école. On est là pour soutenir cet effort. Donc comment on va faire ça? On est déjà en ordre de bataille nous aussi. On a commencé à travailler avec les têtes de pont et on va le faire de manière beaucoup plus intensive une fois que la campagne sera officiellement lancée donc ce soir. On travaille donc avec les têtes de pont du réseau. Toute la communauté va être mobilisée, mais on a un maillage, on va dire, à plusieurs étages. Et donc, tous ce que j'appelle, moi, les ambassadeurs, un peu d'une certaine manière aussi, Rémi, désolé, mais c'est différent. C'est les têtes de pont, on a les présidents de chapter, les présidents de club, les délégués de promo. Tout ça, ce sont des gens qui ont eux-mêmes, en fait, une pyramide de gens autour d'eux, en fait, et ça ruisselle. Et donc, ça va nous permettre de démultiplier les actions. Donc, vraiment, le but, c'est d'augmenter le nombre de donateurs dans les alumni, parce qu'on a entendu effectivement qu'on a des partenariats à l'extérieur et c'est fantastique, mais on a aussi notre communauté, on a 80 000 alumni. Alors, je ne vais pas vous dire qu'en 2031, on aura eu 80 000 donateurs, on en a eu 6 000 lors de la première campagne. Delphine m'a gentiment dit qu'il faudrait que ce soit 10 000. Moi, je dis qu'il vaut mieux que ce soit 20 000. Voilà, on va dire au moins 20 000 donateurs, au moins 20 000 donateurs dans les alumni, et je pense que c'est un bon objectif pour nous sur les 5 ans. Voilà. Mais en tout cas, on est très heureux et évidemment derrière la Fondation pour ça. Très bien, mais la mobilisation est déjà bien partie. Merci beaucoup, je vous invite de regagner vos places. Merci. Donc, comme on a entendu, cette mobilisation a déjà commencé avec de premiers engagements de dons. Donc, Jean-Paul Agon, président du CA d'HEC, et Jean-Luc Alavena, président d'honneur d'HEC Alumni et de la Fondation, je vous invite de monter sur scène. Bonsoir, donc vous êtes tous les deux fortement engagés aux côtés d'HEC et au-delà de ces engagements, vous avez voulu marquer le coup. Donc je vous passe la parole pour annoncer quelque chose. Merci, effectivement, dans cette heure et ce panorama de tout ce qui s'est produit à HEC depuis plusieurs décennies, comme vous l'avez vu, j'y ai pris ma part très tôt. Loïc disait tout à l'heure, HEC change des destins, ça a changé le mien. Vous le savez probablement, d'une très vieille famille monégasque, je suis le premier qui a quitté ce territoire en plusieurs siècles. Je suis arrivé à Jouy et il m'arrive souvent de dire que je suis né une deuxième fois le 25 septembre 1983, mais je ne savais pas en arrivant que je n'arrivais pas dans une école mais dans une nouvelle vie. Et cette vie m'a accompagné, vous l'avez vu, cette photo d'il y a 20 ans, comme tout ce que j'ai pu apporter à l'association, à la Fondation, compte énormément pour moi. Et c'est une vie qui ne s'achève pas, dans laquelle chaque fois qu'un mandat nouveau arrive, on revient, on contribue. Ça a été le cas par les dons, c'est le cas par l'engagement personnel. Ma deuxième remarque, c'est que la grande force, et quand je vous vois d'ici, et quand j'ai vu depuis nos places, depuis tout à l'heure, arriver la force d'HEC par... bien sûr, ceux qui dirigent l'institution elle-même, qui préside HEC Alumni, qui préside la Fondation, qui préside le conseil d'administration, les donateurs, tous ceux qui nous ont précédés. J'ai énormément appris de Didier Péo-Valenciennes, de Paul Digny, de Henri Lachmann, de Pierre Conso, de Philippe Fauriel-Destezé, de Pierre Bellon. C'est une chaîne absolument impressionnante que nous incarnons tous, à laquelle nous avons tous, sous une forme ou une autre, contribué, et à laquelle nous continuerons à contribuer et à en entraîner d'autres, puisque l'enjeu aujourd'hui, c'est celui-ci. Le troisième, c'est que le projet, Jean-Paul et Loïc, que vous avez commenté et illustré tout à l'heure, est fascinant. On est effectivement à un point historique. On change encore, après tous ceux qui nous ont précédés ou tous ceux qui ont contribué, on change encore la donne d'HEC vers une ambition supplémentaire. Et c'est une fierté, et c'est même un privilège d'en faire partie et d'y être associé. Je me souviens que lors de la campagne initiée par Daniel, François-Henri Pinault avait dit sur une scène équivalente, alors qu'on le remerciait d'avoir donné, il disait « merci de m'avoir demandé ». Et je pense qu'on peut tous vous remercier de nous demander de participer à nouveau et encore.
et d'apporter nos contributions financières, humaines ou en temps passé. Alors, il y a quelques semaines, mon grand frère Jean-Paul, puisque nous nous appelons souvent comme ça, depuis le jour où il y a 25 ans, je lui ai rendu visite à New York en débutant ma présidence d'HEC Alumni en demandant s'il accepterait de présider le chapter américain. Et puis ensuite, il a fait beaucoup plus. M'a soumis une idée qu'il va évoquer. Et je crois qu'en 30 secondes, la décision a été prise. Et donc, bien sûr, je te suis. Et bien sûr, je vous suis pour ce projet hautement symbolique du Grand Amphithéâtre et de la campagne des 5 prochaines années. C'est ce qui nous réunit, c'est l'idée de communication, de famille, de pierre fondatrice des 50 prochaines années. Et donc, cher Jean-Paul, cher Loïc, bien sûr, je suis avec vous. Merci, merci. Bravo. Bravo, bravo. Bon, tout simplement, on en a parlé tous les deux, on a déjeuné ensemble avec Jean-Luc et on a dit, écoute, Jean-Luc, il faut qu'on soit parmi les premiers donateurs, parmi les premiers grands donateurs, parmi les premiers, si possible, très grands donateurs. Donc on a cherché qu'est-ce qui était le plus emblématique, désolé si d'autres le voulaient, mais on a cherché qu'est-ce qui était le plus emblématique dans ce nouveau campus que vous avez vu, et bien sûr, enfin, on a trouvé que l'amphithéâtre était emblématique. Hein, il va jouer son rôle dans les 50 prochaines années. Alors, je ne vous dis pas le montant, mais c'est un montant emblématique. Et attendez, et ce qui est intéressant, c'est qu'on va le faire à deux. Et ça, je voudrais que vous y pensiez, parce que moi, j'ai proposé ça à Jean-Luc, qui a accepté en un quart de seconde. C'est-à-dire que souvent, vous savez, le naming, c'est un naming personnel. On met son nom à soi sur un truc. Et ben, je trouve que dans un esprit de camaraderie HEC, ça peut être très sympathique et en même temps, souvent plus facile quelque part, financièrement, de faire du naming à plusieurs, à 2, à 3, à 4, se regrouper en camarades de promotion, en amis. Moi, je ne suis pas de la même promotion que Jean-Luc, j'étais bien plus récent, bien sûr. Mais Jean-Luc, c'est mon ami, et je lui ai proposé ça parce que j'adore l'idée que nos deux noms soient associés sur l'amphithéâtre. On vérifiera bien chaque année qu'ils sont toujours là, pour les 50 prochaines années, puisque je vous rappelle que le naming, c'est pour 50 ans. Bon, après 50 ans, on verra. Mais en tout cas, donc, cet amphithéâtre s'appellera l'amphithéâtre Alavena Agon, ou Agon Alavena, ou AA Agon Lavena, je ne sais pas. On trouvera. Mais voilà, donc je trouve que c'est une belle manière de démarrer aussi, lancer, comme disait tout à l'heure Olivier. Et je vous encourage tous à le faire. Et quand on le pense comme ça, franchement, c'est impossible pour personne. Je veux pas vous responsabiliser, mais quelque part, à un moment donné, ici, de toute façon, vous êtes tous des donateurs ou grands donateurs, etc. Mais même tous nos alumni, tous nos HEC doivent pouvoir contribuer à ce moment historique, à ce projet historique. Et en tout cas, le faire à plusieurs est une manière finalement sympathique, plus facile, moins lourde financièrement pour le faire. Et donc, voilà ce qu'on vous propose de faire. Bravo Jean-Luc. Merci beaucoup Jean-Paul et Jean-Luc. Impossible pour personne. J'invite le photographe de venir sur scène pour capturer ce moment. Oui, vous restez juste un petit moment. Et le nom, on va le trouver, le nom de l'amphithéâtre. Vous avez le temps. Merci beaucoup. Merci. Quelle soirée, quel projet. Et chacun peut déjà y participer à son niveau dès ce soir. Entreprise, donateur individuel ou alumni, il suffit de scanner le QR code que vous allez voir derrière moi. C'est là, voilà. Merci pour votre présence ce soir, pour votre soutien. And of course, a big thank you to everyone who was watching online. We hope that you'll contribute in your own way as well. Maintenant, on va avoir quelques photos de plus. Donc, je vais appeler les gens sur scène
Marguerite, Delphine, Hortense, Neila, Rémi, Olivier, Jean-François et Eloïc, s'il vous plaît. Une autre photo pour ce moment historique HEC. Et Jean-Paul, oui, bien sûr, Jean-Paul et Jean-Luc. Allez, moi je pense que je vais me mettre par là. Vous avez plus d'espace. C'est une grande soirée HEC ce soir. Et maintenant, une deuxième photo. Venez s'il vous plaît, les équipes de la Fondation HEC, de la Direction Partenariat Entreprises et Fonds Publics, les ambassadeurs et bénévoles qui sont déjà très mobilisés dans cette nouvelle campagne. Venez s'il vous plaît. HEC Campus of the Future.